Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Heureux de vous retrouver au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique du Soleil FM. Nous sommes à la 113e édition de ce programme. Vous avez raison de nous choisir pour notre exercice dominical d'explication, d'analyse et de commentaire des actes posés et de la parole entendue. Virgile Arouansé, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors, heureux de vous retrouver après la parenthèse du dimanche dernier, dont nous attendons toujours les effets définitifs, mais en attendant, nous avons convié une grappe d'analystes pour se pencher sur le scrutin du 6 mars dernier et en tirer les grands enseignements et sans doute aussi tenter d'en projeter l'issue. Georges Ablon est journaliste, ancien rédacteur en chef à la Radio Nationale, et l'un des animateurs du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en cours, Ousmane Aledji, écrivain, poète et dramaturge béninois, promoteur culturel, directeur du Centre culturel artistique Africa, voilà. Puis Joël Ataï Guédégbé, lui il est expert en gouvernance et membre de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Messieurs, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors, Ousmane Aledji, on commence par vous. Vous avez été particulièrement actif cette semaine sur les réseaux sociaux et même dans certains journaux où vous avez publié une série d'analyses, d'interpellations et même de suppliques. Vous avez observé de près les grandes tendances publiées par la Sénat pour le compte du premier tour de la présidentielle. Quels sont les grands enseignements à retenir de ce premier tour? Merci pour l'invitation. Je dis bonjour à vos auditeurs. D'abord, je fais observer que les électeurs béninois se sont comportés dans l'ensemble de façon, on va dire, étonnante, avec beaucoup de fierté, beaucoup de dignité, dans le calme et dans l'intelligence, on va dire. Après, il faut observer que la classe politique béninoise en a eu, on va dire, pour son grade, puisque finalement, j'ai le sentiment que les électeurs les ont dépassés, ne serait-ce qu'en esprit. Parce que les élections présidentielles, on va dire, concourent au choix du meilleur d'entre nous. Normalement, c'est ça l'esprit qui est à la base. Donc ce ne sont ni les partis politiques qui sont mis en avant. Et puis, bon, comme on est dans un contexte relativement encore un peu alphabétisé, donc les projets de société n'ont pas eu beaucoup d'impact sur les électeurs. On va dire, on a choisi des personnalités. Ils sont allés voter pour des personnalités. Donc les personnalités qui sont au-delà des partis politiques, au-delà des projets de société parfois. Donc c'est une expression qui transcende tous ces aspects-là. Et donc les grands partis politiques soi-disant en ont eu pour leur grade, parce qu'au final, on a vu ce que cela a produit. Les regroupements de maires, de ministres, de députés et tout cela n'ont pas suffi à cantonner, on va dire, l'électorat béninois dans un sens. C'est-à-dire que le choix de la personnalité a opéré et je trouve ça très intelligent de la part du peuple. Oui, comme le dit quelqu'un, il est difficile de programmer les électeurs béninois dans un logiciel et là encore, une fois... Et ils ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux. Et sans doute, à Georges Ablon, les tendances présentées ont surpris plus d'un. Comment analysez-vous ces compilations brutes présentées par la Sénat? Je crois qu'avant même d'analyser ces compilations, il revient de saluer l'action de la Sénat sur cette élection. Qu'on le veuille ou non, c'est l'une des toutes premières fois où nous ne voyons pas sur une élection chez nous des retards considérables. Vous savez qu'en général, chez nous, des fois, jusqu'à 15h, certains bureaux de vote n'ont pas ouvert. Cette fois, ce n'a pas été le cas. Et de plus, la Sénat a utilisé un procédé qui lui a permis de nous donner les résultats de façon très rapide. Ce qui d'ailleurs pèse aujourd'hui sur la Cour constitutionnelle qui, elle, utilise sa méthode traditionnelle et qui, du coup, nous fait languir. Alors, quand on doit analyser cette tendance qui nous viennent des résultats de la Sénat, il faut observer, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, que le recul des partis politiques est patent.
on le percevait déjà au moment où les candidatures ont fait jour, 33 candidats sur lesquels nous avions 13 membres de l'équipe gouvernementale, enfin de 13 personnes qui ont servi dans l'exécutif sous Boniaï, et puis des conseillers à lui, des proches à lui, enfin bref, il y avait une très forte odeur d'individualisme par rapport à cette présidentielle. On n'a pas senti les formations politiques capables d'amener sur le devant de la scène des personnes qui les représenteraient valablement. On a vu les hésitations, la valse hésitation de l'Union fait la nation jusqu'à la dernière minute. On a vu la RB se rallier en un tour de main au FCBE, les ennemis d'hier, de même d'ailleurs que le PRD, à la surprise plus ou moins générale. Bref, les formations politiques sont en net recul, il faut le constater. Oui, mais est-ce que ce ralliement que les Béninois ont découvert comme ça, un soir à la télévision, n'a pas eu un certain impact sur bien sûr, le scrutin? Bien sûr. D'abord, la première chose dont les Béninois se sont rendus compte, c'est que ces hommes qui, prétendument, à travers des formations politiques les représentaient, ne représentaient en fait qu'eux-mêmes. La belle preuve, c'est que ces personnes n'ont jamais pu mettre en place des organisations structurées qui leur permettent, bon an, mal an, de sortir des représentants. Il leur a fallu constamment, année après année, faire appel à des financiers extérieurs. Et une fois que ces financiers ont décidé de voler de leurs propres ailes, de lutter pour leur propre compte, on a vu les formations politiques ne pas savoir faire autre chose que de s'aligner derrière leurs financiers d'hier. Et quand on regarde le candidat d'avant et qu'on regarde derrière lui, regardez le nombre d'hommes politiques qui se sont retrouvés dans ce panier-là. En vérité, il s'est trouvé tout simplement que nos formations politiques ont tout bonnement disparu à cette occasion et que ce sont des individualités, des têtes de pont, des personnes suffisamment fortes pour dire j'y vais par mes propres moyens, par mes propres capacités. Par mes propres réseaux. Ce sont ces personnes-là qui ont pu s'imposer, à l'exception notable du pouvoir en place, qui, je le pense, ne doit sa vitalité, le parti FCBE, la coalition FCBE ne doit sa vitalité qu'au fait que le chef de l'État soit aux affaires, que ce soit, disons, sa figure emblématique, que ce soit le Deus ex machina et que ce soit lui qui décide qu'il ait pris le devant des opérations. Il a pris le devant des opérations. Je crois même que sans son action, je ne sais pas si le candidat des FCBE serait allé au second tour. Alors, Joël Ataï-Gadegui, très peu d'analystes s'attendaient à de telles performances au regard de la puissance supposée des forces politiques mobilisées autour du candidat de Boniaï. Aujourd'hui, il est un fait qu'on peut s'amuser à le dire. Le président de la Renaissance du Bénin peut s'appeler Patrice Talon, puisqu'il s'est arrogé tous les fiefs de la Renaissance du Bénin, de Cotonou jusqu'à Bomé-Boycon. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je pense qu'il ne s'agissait pas d'une OPA, même si ça y ressemblait à s'y méprendre, de Patrice Talon sur l'électorat RB, de Cotonou jusque dans le zoo, jusque dans les profondeurs du zoo. Non, ce qui n'a pas marché, c'est l'approche top-down. On ne peut pas continuer à se bercer d'illusions, non seulement d'hériter d'une machine électorale, mais encore plus de prétendre en vendre, disons, les électeurs aux premiers venus. Et depuis 2011, à tout le moins, on n'a pas voulu tirer la leçon de ce qu'une coalition, ce n'est pas une addition de machines électorales, ni de fiefs. Et aujourd'hui, la démonstration en est absolument faite. Ce qui n'a pas marché, et au-delà des ressentiments internes aux différents partis, Renaissance du Bénin, PRD principalement, voire même l'FCBE qui était encore un autre cas, c'est que l'électorat lui-même a discerné dans le débat qu'on lui proposait et en a choisi les termes et a décidé donc de se faire aussi acteur et non simplement sujet ou voilà, en décidant souverainement. On parle de peuple souverain, non? Et voilà, il y a quelques autres facteurs qui ont bien sûr joué de manière minorée, mais il est clair que la coupure entre les états-majors et la base, voire le grand peuple,
est évidente et qu'on ne saurait plus jamais prétendre parler au nom de ce peuple sans faire l'effort de le respecter, de le consulter sur ses aspirations. Oui, mais à vous écouter, on a l'impression que le grand gagnant donc, de cette élection, sans l'avoir dit, c'est Patrice Talon et dans certaines mesures Sébastien Germain à Diavon. Mais qu'est-ce qui aura, disons, déterminé les gens à aller vraiment vers Patrice Talon et plus vers lui peut-être qu'un certain Diavon par exemple? Ousmane Legui. Oui, merci pour la question. Il est facile d'observer qu'au Bénin, le peuple béninois est, on va dire, viscéralement contre l'injustice. Parce que il faut se rappeler l'avènement de M. Yahi Boni à la tête de ce pays. Au départ, il était contesté. Le peuple a réagi, l'a installé. Là, il était même question de savoir s'il pouvait être valablement candidat. S'il pouvait être candidat ou pas. Voilà, le peuple a réagi, l'a installé. On a observé que lui, visiblement, en avait après M. Patrice Talon. En tout cas, les persécutions n'ont pas arrêté jusque-là, ça continue. Donc, face à la persécution, on installe l'autre. En politique, ça paye toujours. Je crois que le meilleur directeur de campagne pour Patrice Talon pendant ces élections, c'est M. Boni Yahi lui-même. Comme on l'a vu pour candidat Zanaï au cours des législatives de 2015 aussi. Absolument. Parce qu'il produit des effets contraires à ce qu'il veut obtenir le président de la République. Totalement. Et sa gouvernance aussi pose problème. Il faut dire que Yahi Boni aujourd'hui a un bilan indéfendable, en tout cas de mon point de vue. Enfin, ces partisans ne seront pas d'accord avec vous, Ousmane Ali. Oui, mais je ne suis pas son partisan, heureusement. Donc, dans un sens, il faut avouer que cela pèse aussi sur le candidat Zinsou comme un parrainage difficile à porter. Après, il y a le parrainage france-africain, qu'on le veuille ou pas, il vient de quelque part. Et nous connaissons ses racines. Il a eu des déclarations antérieures à sa posture de candidat d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que le peuple béninois aussi a dépassé aujourd'hui le complexe du venu d'ailleurs. Ce n'est pas le complexe de supériorité. Je parle du complexe. Avant, le venu d'ailleurs est célébré, applaudi, reçu et installé. Il paraît que c'est un peuple extraverti, le peuple du Bénin. Il est ultra intelligent, il est surprenant. J'ai dit, le vote de dimanche dernier n'est pas un vote populiste, c'est un vote, il faut décrypter le vote, un vote intelligent. Dans le camp du pouvoir, on parle du déferlement du pouvoir, de l'argent, on a distribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous y croyez, vous? Tout le monde a distribué de l'argent. Je sais par des sources sûres que le chef de l'État lui-même est allé s'installer au nord avec des méthodes peu défendables à mon humble avis. Comment ça, vous l'avez suivi? Oui, tout le monde l'a suivi. C'est notre chef de l'État. On dit qu'à Paraco, on a mangé la pâte sans payer, en tout cas pas le moulin, quoi. Ah bon, donc les comment on les appelle? Oui, pour 2 semaines, les menus ont été prépayés par le chef de l'État. Oui. Donc, vous savez, il y a le pouvoir de l'argent, on ne peut pas, on va dire, l'imputer à un seul camp ou à un seul candidat. C'est vrai que quand vous avez de l'argent, c'est plus facile. La preuve est faite depuis les élections municipales d'abord et puis, comment on dit, législatives. Il faut observer, il y a des gens qui sont, entre guillemets, sortis de prison et qui, parce qu'ils avaient de l'argent, sont devenus députés. Ça n'a choqué personne. Donc, avec leur argent, on a pu les installer honorables après leur sortie de prison. Donc, si l'argent a pu faire des députés, pourquoi l'argent ne ferait pas un président? Donc, moi, je ne fais pas de combat contre de l'argent. Il n'y a pas de guerre livrée contre de l'argent. Aujourd'hui, le théâtre ou l'arène de combat, c'est un plateau d'idées, c'est un plateau pour la dignité, pour la défense de la patrie, pour ce que je considère comme les porteurs d'une espérance nouvelle. Et j'ai le sentiment que le champ Boni Yahi, avec tout ce qu'il a pu produire ici et là, est dépassé. Et heureusement d'ailleurs. Alors, Georges Amelon, le PRD, forte de ses certitudes, a été ébranlé dans ses fiefs traditionnels. Sébastien Diavon est allé chasser sur les terres de l'Arc-en-Ciel et apparemment a eu gain de cause. Comment doit-on comprendre cette attitude des électeurs? Rejet de Lionel Zinsou ou de Boni Yahi et de son système? Alors, je crois que, comme le disait Ousmane Legui tout à l'heure, nous avons des populations qui ont appris à vivre la chose politique sous toutes ses formes. L'argent a circulé, on l'a dit, mais l'argent n'a pas été déterminant pour le vote. Je suis convaincu que Adrien Ouidi, dans son fief,
n'a pas pu ne pas faire ce qu'il fait depuis des années, à savoir arroser pour sa part. Je suis sûr que Sébastien Adjavon a fait la même chose, et comme d'autres candidats. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a eu une forte incompréhension de la population de Lomé et du plateau dans une moindre mesure par rapport à ce choix pour le moins ubuesque qui a consisté à basculer soudainement dans le camp qu'on combattait encore hier. Avec l'affront de le faire découvrir à la télévision en plus. Absolument. En réalité, je vous avoue que si Adrien Oumbédi avait l'habitude de retourner sa veste, eh bien je crois que cette fois, elle lui est quelque peu restée coincée au milieu des épaules. Dans la mesure où les personnes qui étaient censées le suivre, qui étaient ces personnes-là, qui avaient, disons, constitué un bloc que personne n'arrivait à démonter jusque-là, élection après élection, et bien ces personnes ont sans doute jugé que là, il y avait une goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et on s'aperçoit que l'électorat s'est dit tout simplement, cette fois, nous n'irons pas du côté que vous nous indiquez parce que ce n'est pas notre option à nous. Oui, mais en même temps, pourquoi les électeurs de Lomé du Plateau ont fait le choix de ce côté-là, n'ont pas fait le choix de la victime? Et bon, la victime, je veux dire Patrice Talon, ont plutôt fait le choix de Sébastien Adjavon. Bien, il faudra, de ce point de vue, aller examiner qui, dans Lomé et le Plateau, ont été les prescripteurs. Vous savez que, de ce point de vue, là, les populations se déterminent souvent par rapport à ce que leur disent les leaders d'opinion. Quels ont été les leaders d'opinion qui ont travaillé en faveur de... D'abord Adrien Oumbédi. Oui, mais Adrien Oumbédi n'est que la tête. Derrière, il y a des relais. Et il arrive bien souvent que quand la tête est privée des relais, la magie n'opère plus. Mais aussi bien un certain Augustin Aronwebla que Charlemagne Ronfort et consorts. Mais vous savez... l'état-major peut aider à faire... Oui, vous savez très bien que cet état-major-là est devenu de plus en plus éloigné de la base, dans la mesure où tous aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée et dans d'autres sphères. Mais sur le terrain tous les jours, quelles sont les personnes qui parlent dans les marchés? Quelles sont les personnes qui parlent aux artisans? Quelles sont les personnes qui sont capables d'aller dans les couvents, d'avoir voix déterminante dans ces endroits-là? Ce sont ces relais-là, en général, qui font le travail. Et ma sensation, c'est que aujourd'hui, qu'il s'agisse de Patrice Talon ou de Sébastien Germain Adjavon ou d'autres encore, comme ceux qui ABT, qui a pu faire quand même efficacement campagne à Parakou et y récolter un bon nombre de voix, je crois qu'ils ont réussi. Je crois qu'ils ont réussi à ramener dans leur camp des personnes qui ont su utilement parler aux populations du candidat de leur choix. Alors, toujours au regard de ces compilations annoncées par la Sénat, on constate que le sud du pays a majoritairement opté pour les candidats opposés au camp du pouvoir. Qu'est-ce qui a pu bien orienter les suffrages de ces électeurs dans ce sens, notamment dans cette région, Joël Ataïguedebe? Non, au sud, disons que la plupart des candidats en dehors de Biachane viennent déjà du sud. Et l'ancrage régional il y a 7 autres qui sont du septentrion. Oui, non, mais particulièrement des résultats qui ont frappé. Et c'était quasi naturel. Et Sébastien Adjavon, par exemple, paraissait le candidat naturel absolu du mono du Koufo. En tout cas, la chance pour le mono est d'accéder à la magistrature suprême. Donc la mobilisation a dû être encore plus importante. Au-delà de ça, il y a un problème de légitimité au niveau de l'électorat fond, enfin, pour continuer de voir les aires ethniques. Et donc, Talon est arrivé à point nommé pour faire son OPA, pour récupérer ce qui traînait, enfin, cet électorat qui manquait de tutelle et d'accompagnement et cohérent. Et puisqu'on n'a pas compris que la RB passe son temps à aller de l'opposition à la mouvance. Et finalement... Sans parler des divisions à l'interne.
à l'interne. Papa et maman d'un côté. Oui. Donc, il y a eu tous ces facteurs dynamitants, pour ne pas dire dynamitants de ce qui paraissait homogène ou en bloc. Oui, sans vous interrompre, est-ce que le facteur qui aura été plus déterminant en milieu fond, ce n'est pas le facteur de la victime, le fils victime? Est-ce qu'ils ne sont pas venus au secours de Patrice Talon qui a été malmené? Oui, je reprends bien à mon compte ce que Ousmane Aledji avait développé tout à l'heure, et le mécanisme de la victime. Même Lionel Zinsou a essayé de s'y engouffrer dans un autre sens. Et donc, sociologiquement, c'est un mécanisme qui a ses effets et chez nous, indubitablement. Et n'oubliez pas, le Sud aussi est relativement urbain et donc de manière assez autonome, les citoyens et les électeurs sont capables de se déterminer, de se frayer leur chemin dans la compréhension des enjeux de cette élection. Mais il ne faut pas oublier non plus, si vous le permettez, il ne faut pas oublier non plus que sans l'action déterminante du chef de l'État dans la dernière semaine... J'allais y venir, parce que contrairement à ce que nous observons au Sud, dans le Nord, on a eu un effet absolument contraire. Les électeurs ont massivement choisi le candidat proposé par le chef de l'État et accompagné par la Renaissance du Bénin, le PAD. Comment cela a fonctionné? Parce que simplement c'est une élection particulièrement atypique. Généralement, on mise sur le fils du terroir. Le fils du terroir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Lionel Zinsou est le fils du terroir quelque part dans le Nord. Oui, c'est vrai, mais il faut bien noter, Wilfried Adon, que Lionel Zinsou dans le Nord a fait campagne par procuration. Ah oui, ce n'est pas partout d'ailleurs. Ce n'est pas pour lui que les enfants du Nord ont voté, que les fils du Nord ont voté. Ils ont voté pour un homme qui est venu leur dire, si ne le regardez pas, c'est moi qu'il faut regarder. Et si vous lui faites mal, c'est à moi que vous faites mal. Donc nos compatriotes du Nord ont voté pour un président qui est en train de quitter le pouvoir dans 21 jours exactement. Ben oui, parce que la campagne qu'il a faite a été une campagne de victimisation personnelle. Il est allé passer aux yeux des populations de cette région-là, du Septentrion, comme celui qu'on désirait coûte que coûte abattre, comme celui qui avait fait beaucoup d'efforts et qu'on récompensait mal. Et à partir du moment où, de façon consciencieuse et pendant plusieurs jours, il a tenu ce langage-là, et en parcourant villes et villages, hameaux au besoin, eh bien, il était normal que quelque chose basculât. Je crois que tout simplement, à ce moment-là, les paroles venues de quelqu'un comme Abdoulaye Biochane n'étaient plus aussi efficaces, puisque la victime ne se situait plus du même côté. Oui. Est-ce que l'effet d'avoir abandonné donc la partie méridionale pour aller s'installer plutôt au nord, est-ce que ça n'a pas payé également? Est-ce qu'on n'a pas eu dans les résultats, est-ce que le Sud n'a pas voté contre Boni Yayi pour cela? Mais je crois que, nous l'avons dit tout à l'heure, le Sud a d'une certaine manière voté pour ce que chacun appelle aujourd'hui la rupture. D'une certaine manière, les populations dans le sud du pays voient finir un système et ont manifestement hâte qu'il s'achève. Et ces populations n'ont pas le sentiment que Lionel Zinsou incarne autre chose que ce système aujourd'hui. Et c'est pour ça justement que la victime de ce système est privilégiée. J'allais même dire les victimes, parce qu'il ne faut pas oublier que Sébastien Germain Adjavon a eu lui aussi quelques démêlés avec le système en question. Alors à partir du moment où on se dit il faut que ce système s'en aille, on s'agrippe à ceux qui sont porteurs de cette vocation-là. On délaisse, disons, celui qui, de façon naturelle, incarne la continuité de ce système-là, puisque c'est par le biais, justement, de cet équipage-là qu'il est arrivé comme candidat. Ousmane Aledji, pour 2 semaines de campagne, Boni Yayi a passé 3 quarts du temps, peut-être je peux me tromper, à débiter des invectives sur des candidats qu'il a souvent appelés des indélicats. En quoi cela a pu... Mais il est allé plus loin. Il a parlé de trafiquants de drogue. Je ne sais pas si vous avez... Bien sûr, de commerçants, ça c'est encore plus gentil. Bon. Et voilà, donc, en quoi cela a pu avoir son effet donc, dans la campagne? En quoi cela a pu, disons, pousser Lionel Zinsou?
Je vais, avant de répondre à votre question, vous me permettrez d'ajouter 2 choses à ce que mes amis et aînés ont dit tantôt, c'est-à-dire sur le vote massif au sud au profit de... Vous savez, on a été d'une certaine façon insultés par des gens que nous avons élus qui sont revenus nous narguer en disant les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Cela a choqué profondément l'électorat qui les attendait. Justement, vous venez, vous donnez votre parole et après vous venez nous narguer avec ça. Désormais, ils sauront qu'un homme, c'est d'abord sa parole. Qu'on ne vient pas devant un peuple, lui dit quelque chose. Vous parlez là de qui? Des alliés de Je FCB parle de l'alliance républicaine. Dite républicaine, qui n'est républicaine. Elle n'est pas rien. aussi républicaine que ça? Non. Comment on pourrait dire ça? C'est une alliance qui rassemble les principales forces politiques du pays et de toutes les régions. On a vu ce qu'elle représentait. Comment? On a vu ce qu'elle représentait, en vrai. Mais républicain, ça part du peuple. Là, c'est le peuple, on a bien vu. 72% pour la rupture et 28%, on va dire, pour républicain, soi-disant. Donc, elle n'est républicaine en rien du tout. Mais ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que désormais, l'homme politique est responsable devant la parole, devant le discours qu'il tient à son électorat. Devant ses postures, les postures qu'il prend, le yo-yo qu'on observe aussi dans l'arène. Quand vous n'êtes plus crédible, il ne faut pas croire que les gens sont dupes. Quand vous êtes venu les voler une fois, la prochaine fois, ils vous attendent. Ils prennent vos sous, ils font la fête avec, mais derrière les urnes, c'est eux qui s'expriment. Là, ils vous sanctionnent aussi. Et c'est pour ça que je parlais du vote intelligent ici au sud. En revanche, au nord, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas décrypter correctement, en tout cas aujourd'hui, l'expression des suffrages au nord sans faire injure à nos frères du nord. Parce que je ne suis pas convaincu que le fait qu'un chef de l'État leur ait dit votez pour moi, c'est pour moi qu'il faut voter, ne le regardez pas lui, c'est moi, c'est ma tête qui est en jeu, et que cela suffise à convaincre tant de frères du Nord à aller voter pour lui. Même si l'argent avait circulé dans des dimensions que nous savons, cela ne suffisait pas non plus. Moi je pense que la question elle est sociologique et elle est profonde, plus profonde que ce que nous voyons. Donc il faut un jour l'avorter et avoir le courage d'y aller. On a toujours observé, généralement, toutes les élections que nous avons pu organiser depuis de nombreuses années jusque-là le montrent aisément. Le vote du Nord a été toujours dans le sens contraire de celui du Sud. C'est pas nouveau ça, Ousmane Aligui. Non, dans le cas précis, un enfant du Nord n'a pas obtenu la faveur de ses frères directs, on va dire, de ses frères de sang. Alors que le peuple du Nord est connu pour être solidaire et inconditionnel, de façon presque, comme je dirais, spontanée. Ils allaient exprimer leur soutien. Ils ne votaient pas, ils soutenaient. Dans le cas d'espèce, on a, en tout cas, Lionel Zinsou a contre lui au moins 2 facteurs. Le facteur venu d'ailleurs et le facteur bilan de Boniaï. Donc, malgré ça, il a obtenu les faveurs de ces gens-là, enfin de ces frères-là, contre leur propre frère qui était, leur propre frère cousin, j'allais dire direct, qui était aussi candidat à la même élection. Oui, tout à fait. Ce que vous dites est d'autant plus intéressant que dans le Borgo à Libori, par exemple, nous avons pas moins de 6 autres candidats. Et quand on se souvient de cette étude du professeur Wantikon qui s'est penché plus ou moins sur les déterminants du vote au Bénin, il estimait que l'argent compte pour très peu, environ 10%, mais que l'un des facteurs les plus déterminants, c'est le fil du terroir. Mais on a bien l'impression qu'au cours de ces élections, ce facteur a très peu fonctionné. Quand on s'en tient au cas de la Renaissance du Bénin et même du PRD qui arrive plus ou moins autour de 35 à 40% de ses performances habituelles. Quand on observe le Borgo à Libori, quand on observe même la Takora Donga avec Biokane, on se dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu au cours de cette élection, non, Georges Amelin? Je ne crois pas que fondamentalement les principes évoqués se démontent. En réalité, j'ai parlé tout à l'heure de vote d'élection par procuration. Et quand on parle du Nord, des 4 départements du Nord, on occulte les collines qui massivement ont voté pour l'Alliance républicaine. Alors,
Il faut en revenir... Électoralement, certains rangent même les collines dans le nord. Oui, il faut en revenir, qu'on le veuille ou non, à ce que j'appelais tout à l'heure les prescripteurs, qui sont ceux qui ont fait campagne dans les collines pour le camp Lionel Zinsou. N'est-il pas important de rappeler que la souche au Bénin que Lionel Zinsou peut revendiquer, c'est quand même les collines? Oui, mais je crois que ce n'est pas là que se situe fondamentalement le problème. Je crois qu'on a eu... Katago, c'est ça? Katago, c'est dans le Bénin, c'est pas Katago. Koutago. Koutago, voilà. En réalité, le vrai problème, c'est qu'on se rend compte que les places fortes des collines aujourd'hui sont occupées par des gens qui sont dans l'appareil FCBE aujourd'hui, de façon forte. Je ne citerai qu'une seule figure, celle du ministre des Finances, Komi Kouché. Et quand vous regardez bon nombre de décès de nos ministères, de personnes bien placées dans le système aujourd'hui, ce sont des personnes provenant des collines. Il faut bien se rendre compte aussi que au-delà de la question de fils du terroir, l'électeur recherche un parapluie. Il cherche la personne qu'on peut porter au sommet et sous laquelle il pourra s'abriter. Et dont on peut attendre pour plus tard. Dans les retombées, oui, dans les retombées, forcément, jailliront sur lui pour son petit ou moyen ou plus grand bonheur. En réalité, quand vous regardez l'appareil FCBE aujourd'hui, rendez-vous bien compte que les collines, le Borgou, la Liborie, la Takora sont des départements qui fournissent l'essentiel des cadres de cet appareil-là. Et à partir du moment où ces personnes-là sont dans l'appareil, sont capables de dire à leurs fils, si nous sommes là, si nous sommes en place, nous aurons de plus en plus de positions pour nous exprimer et vous aurez de plus en plus de retombées. On a entendu d'ailleurs une dame, que je ne citerai pas ici, on l'a vu aligner des personnes et dire aux populations, voyez, c'est grâce à celui qui est là que vous avez pu avoir ces enfants-là dans l'appareil d'État. Oui, voilà. Et si vous voulez que ça continue, il faut voter pour ce qu'il vous demande, celui pour lequel il vous demande de voter. Dès l'instant où on a de tels déterminants, on ne peut pas non plus occulter le fait que les intérêts des populations à ce niveau-là jouent. Alors, Joël Ataï-Gadegbe, parlant toujours du sens du vote dans le Sud, certains estiment que le fait que Boni Yayi ait pu choisir son candidat comme si nous étions dans un royaume, le fait de s'être personnellement engagé dans la campagne avec les moyens de l'État a pu bien rebuter beaucoup d'électeurs. Est-ce que dans quelle mesure peut-on donner du crédit à un tel avis? Non, il se vaut. Et il y a une demande de bonne gouvernance qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le début des années 2000, et cette thématique est très présente dans les revendications, à la limite les déterminants du vote eux-mêmes. Et disons qu'une approche marketing permettait à n'importe quel candidat de surfer sur cette vague-là, sur cette demande pour aller à la rencontre de l'électorat. Mieux ou pire encore, que le chef de l'État et le Premier ministre ait donné ce sentiment qu'il méprisait et qu'il n'avait rien à cirer, pour vite parler, des principes de bonne gouvernance, n'a fait que heurter et décider à sanctionner. Mais nous sommes dans une dynamique de vote-sanction qui date au moins depuis l'année dernière avec l'élection des députés, la formation du bureau de l'Assemblée. Et à défaut d'avoir pu par le bulletin de vote à un moment donné, parce que l'électeur ne vote pas tout le temps, mais chaque fois qu'il en a l'occasion, qu'en plus il y a une occasion de sortir les sortants, pourquoi s'en priver? Et c'est au moins l'arme qui lui reste en démocratie, de pouvoir s'exprimer, d'indiquer le sens de ses souhaits. Maintenant, il y a effectivement comme souhait la demande de patronage, la sécurité à travers ceux qui sont des prescripteurs ou bien qui sont des cadres dans l'appareil étatique qu'il s'agit également de conquérir, de garder pour soi. Comme le dit, ce sont les lanternes intellectuelles de leur communauté et ce sont ces personnes-là qui indiquent la direction. Je voudrais quand même sur le vote ethnique ou du fils du terroir souligner que Lionel Zinsou, qu'on a décrié comme venu d'ailleurs, étranger et tout,
cartonnent dans les collines, certes à cause de la machine FCBE, de tous ces cadres, et des RFM, directeurs de régie financière. Avez-vous dit ou Ligue des forces du progrès? Parce qu'il y a une petite nuance qu'il faudrait faire. Oui, ce glissement aussi est intéressant en termes de rupture ou de ligne de fracture au sein des FCBE. Donc, voyez-vous, il y a une homogénéité à la fois des prescripteurs, des moyens d'action, de la vision, et qui fait que les collines sont un cas intéressant à un ou deux paradoxes près. Non seulement Zinsou, il fait 85%, à Savalou, dont il est natif. Pascal Koupaki, qui s'est découvert aussi des origines à Savalou et n'a pas pu tenir. Et par contre, chez lui à Komassé, et bon, enfin, j'ai découvert, enfin, je pense que lui, il savait. Bon, mais à Komassé, qu'on lui prêtait comme lieu d'origine, bon, il arrive à s'imposer. Donc, la logique fils du terroir, c'est demeuré. À sa part de vérité, la logique capacité de redistribution, de sécurité et autres également. Donc, il y a différentes strates d'explications qui se superposent pour donner quand même quelque chose. Oui, Vigile. Oui, ben, dites-nous, quelle est la part de l'argent, quelle est la place exacte donc, de l'argent dans ce vote? Parce qu'on le sait quand même. Mécaniquement, le premier, Lionel Zinsou, c'est quand même l'appareil de l'État avec tous les moyens financiers. Les cadres, les ministères, tout ça, tout ce qu'on oublie. Le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'ensemble du gouvernement, et ben, enfin, donc, c'est une grosse machine qui s'est mise à la disposition de le CFA a dû couler aussi par là, et ça s'est vu. Mais en même temps, les deux autres à venir, oui, bon, enfin, les deux autres machines à venir, c'était quand même aussi du CFA. Sébastien Germain Adiavon, homme d'affaires, Patrice Talon, homme d'affaires, ils sont pas allés sûrement pas prêter de l'argent avant d'en déverser. Mais je pense que pardon, oui, hein, Georges, je pense que qu'on le veuille ou non, l'argent a sa petite part. Mais à mon avis, elle se réduit de plus en plus. J'ai dit tout à l'heure que les populations béninoises avaient appris à appréhender la chose politique. Je me souviens qu'il y a quelques années, un confrère à nous qui voulait se faire élire chez lui à Ouaké, dans la région de Ouaké, s'est retrouvé en but à un de ses frères qui était soutenu par le PRD. Un de ses frères qui n'était pas africain, mais qui cette fois avait décidé de retrouver ses racines et soutenu par le PRD voulait se faire élire. Le PRD à Ouaké? Absolument. Oui. Eh bien, l'argent du PRD est venu massivement. Et Feu Zakari Yolou, puisque c'est de lui que je parle, oui, bien sûr, commençait à se dire, mais je ne pourrais pas me faire élire parce que là, je n'ai pas les moyens. Là où je donne 1 million, il y en a 10 qui viennent du camp inverse. Je pense que ça va être très pénible. Mais c'est Zakari Yolou qui est passé. C'est pour vous dire tout simplement que nos populations ont compris que le meilleur enjeu, c'est le parapluie et le vrai. Ce n'est pas celui qu'on vous prescrit à 2 ou 3 jours. Oui, ce que vous dites, Georges Amelon, est d'autant plus intéressant que vous l'aurez observé au cours de la campagne électorale dans toutes les communautés. Parce que les soirs, quand moi j'allume ma télé, je m'amuse un peu à regarder tout ça. Vous voyez Lionel Zinsou dans une localité, le lendemain, enfin, il y a du monde quand même qui vient assister à son meeting le lendemain. La meilleure image que j'ai pour vous, Wilfried Adon, c'est ce que j'ai vu sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, le jour où il y avait un concert géant en faveur du candidat des Républicains, de l'Alliance républicaine. Eh bien, j'ai vu un monsieur qui était habillé de pied en cap, Lionel Zinsou, avec le t-shirt rouge et tout, mais qui se baladait en courant sur l'esplanade avec une énorme affiche de Patrice Talon et en criant le nom de Patrice Talon à qui voulait l'entendre. Parce que dans toutes les communautés, vous observerez que tous les candidats arrivaient à mobiliser la foule, d'accord? Que les gens arrivent parce qu'il y a une rente quand même à capter, une rente électorale à capter. Mais dès lors que ceux-là s'en vont le lendemain, les mêmes personnes reviennent habillées d'autres t-shirts pour écouter les autres candidats. Mais finalement, on s'est rendu compte quand ils ont voté que chacun d'eux avait son candidat du cœur, chacun avait un déterminant, quelque chose qui le détermine de façon particulière, mais que l'argent a bien pu circuler et ça n'a pas donné le résultat. Chacun va au marché, mais bien malin serait qui dirait de quoi sera faite la sauce. Le grand rendez-vous.
Alors, chers invités, deux camps se retrouvent désormais face au choix des électeurs, la continuité et la rupture. Abdoulaye Biokane, Pascal Irénée Koupaki et depuis hier Sébastien Adjavon ont réitéré leur souhait d'honorer leur engagement de soutenir le candidat qui sera au second tour. C'est peu fréquent car certains flairaient des odeurs de mésentente. Qu'est-ce qui a pu déterminer ce camp à rester soudé malgré les protestations de la partie Adjavon tout au long de cette semaine, Ousmane Ali? Alors, j'ai quelques doutes sur, on va dire, la portée du message de M. Adjavon. Si vous permettez de le dire comme ça. Comment ça? Parce que faisons une comparaison, par exemple, des expressions qui ont été utilisées. Par exemple, M. Koupaki, Makandjou, lui dit « Nous allons suivre l'expression du peuple, le vote exprimé par le peuple. » M. Adjavon dit « Nous attendons la Cour constitutionnelle pour suivre, etc. » Donc, ils n'ont pas engrangé les mêmes résultats. Non, ce n'est pas, c'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. Il faut savoir entendre au-delà des mots l'esprit. Et l'esprit parle aussi. L'esprit a dit quoi, Ousmane Ali? L'esprit chez Adjavon, en tout cas, n'est pas catégorique, n'est pas ferme. C'est dit, il s'est conditionné. Oui, par rapport à sa présence au second tour. Il est tout collé au deuxième. Vous savez, moi je considère déjà que nous avons vaincu la fatalité d'abord du chaos, la menace qui planait sur nos têtes à l'époque. Après nous, après c'est devenu chaos plus chaos égale chaos. J'étais à Ségou au Mali où quand je suis arrivé, les Africains qui étaient là, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens et tout ça, ils se sont mis à rire parce qu'ils parlaient politique et ils parlaient notamment du Bénin. Et ils voient un Béninois débarquer. Ils voient un Béninois qui suivait justement mes chroniques sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'arrive, ils se sont mis à rire. Je dis, ben, c'est quoi? On dit, mais on parlait de toi et de chez vous. Je dis, mais pourquoi? On dit, ben, c'est plié. C'est plié. J'ai dit, qu'est-ce qui est plié? Non, rien n'est plié. Vous ne connaissez pas le peuple béninois. Ça a été un débat, mais passionné. Mais c'est dit que les gens pensaient que les jeux étaient faits avant ce vote-là. Donc, quand on s'est mis ensemble pour affronter ce que je considérais comme une menace sur nos têtes, après on doit être aussi catégorique, aussi déterminé pour aller jusqu'au bout. Je fais observer que M. Adjavon, que je comprends très bien dans cette espèce de distance par rapport aux résultats, parce que quand on dit les grandes tendances, je ne sais pas ce que ça vaut juridiquement, mais au niveau littéraire ou de la terminologie pure, ça ne veut rien dire. La Cour et la Sénat est allé loin en classant chaque candidat. Il a donné des chiffres. La Sénat a donné des chiffres. Donc, en termes de grandes tendances, moi, je parlerai des premiers résultats que la Sénat a donnés. C'est dit, il faut voir dans le code électoral comment rectifier cette affaire-là pour que aller dans le sens de. Alors, si c'est ça, qu'on ne nous donne pas des chiffres, qu'on ne fasse pas des classements, qu'on nous dise, bon, voilà, après le vote, voilà ce qu'on a vu, point barre. Parce que là, j'ai le sentiment que ça crée la confusion dans les esprits. Normalement, les premiers résultats devraient, me semble-t-il, être pris à ce titre-là comme étant d'abord des résultats, vu qu'on a des classements. La preuve, on dit 4e, 5e. Si on en vient à remettre en cause un rang, le 33e peut dire, moi aussi, j'attends la Cour constitutionnelle, puisque je veux, ne serait-ce que pour mon honneur, je veux dépasser la dernière place. Je veux dépasser le 0, oui, bien sûr. Je ne veux pas regarder la lanterne rouge. Donc chacun va se mettre à contester sa place. Et là, on va rentrer dans quelle république si chacun se mettait à contester sa place? Ou chacun se mettait à dire, j'attends la Cour pour... Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que, vu qu'on s'était tous inscrits, moi je suis chaud partisan de tout sauf Zinsou. J'ai milité pour ça depuis 9 mois. Je n'ai pas attendu que tout cela se mette en place. Les articles sont sur les réseaux sociaux. Le tout sauf Zinsou, je pense qu'on était nombreux à s'inscrire là-dedans. Et M. Adjavon aussi. Ça, on peut le remercier d'avoir endigué, on va dire, dans l'Ouémé Plateau, la déferlante PRD. Le PRD a échoué, il faut l'affirmer. Dans l'Ouémé Plateau, c'est la première fois M. Rumbedi a été battu dans sa ville natale.
Adjara, oui, par M. Adjavon. C'est-à-dire que quand vous prenez les voix de Adjavon plus Talon, le PRD n'existe pas dans l'OME Plateau. Il faut l'affirmer. Et donc, il a du mérite. Maintenant, donc, quand vous y ajoutez Pascal Irénée Koupaki Koupaki et ABT qui, curieusement aussi, ont fait des scores là dans l'OME. Voilà, il est quasiment inexistant. Le PRD est KO. J'aurais souhaité que dès les premières heures de ces grandes tendances, que le discours de M. Adjavon fût tenu. À ce moment-là, on aurait compris. Oui, mais il y a un truc qu'on devrait observer maintenant, a posteriori, puisque au départ, ces candidatures des opérateurs économiques avaient fait beaucoup de bruit ici. Ils ne devraient pas, chacun devrait rester dans son couloir. Mais finalement, est-ce que ces deux opérateurs, en maintenant leur candidature, n'ont pas rendu quand même un petit service ils ont fait du bien aux électeurs? Personnellement, j'ai toujours trouvé très curieuse ce parti pris contre les opérateurs économiques ou les hommes d'affaires, comme on disait. Parce que j'ai posé des questions auxquelles bon nombre de personnes à ce jour ne m'ont pas apporté de réponse. Quand CVA Adjovi s'est présenté aux élections en 1991, qu'est-ce qu'il était? Un politicien, un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il était à ce moment-là? Et quand on regarde les rangs de l'Assemblée nationale, combien d'hommes d'affaires y siègent dans notre hémicycle? Mais il n'y a que des hommes d'affaires à l'Assemblée nationale. Alors, quand on regarde ils sont tous opérateurs économiques, détenteurs d'entreprises qui commercent avec l'État. Alors, quand on voit ces choses-là et que soudainement on s'insurge contre le fait que des hommes d'affaires soient en politique et briguent la présidence de la République. C'est vrai que c'est les deux premières fortunes du pays quand même, Georges Ablon. Oui, mais écoutez, on devrait s'en inquiéter. Écoutez, on ne devrait pas s'en inquiéter Est-ce que vous dites, Georges Ablon, que c'est ce qu'il y a de meilleur qui puisse arriver au Bénin? Non, je ne dis pas cela. Je dis tout simplement qu'il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite si nous avons une classe politique capable de tenir la route, de désigner des représentants à chaque fois pour faire le job. Je suis convaincu que nous ne serions pas aller chercher des banquiers, que nous ne serions pas aller chercher des hommes d'affaires pour être députés. Est-ce que tout ça n'est pas, ces récriminations-là, est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu culturel? La chose qui me semble chez nous, parce que on se dit dans l'imaginaire populaire chez nous, quand celui qui a de l'argent, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas honnête. Non, je crois tout simplement que... Est-ce que ce n'est pas le rapport à l'argent qui est un peu... Je n'ai pas vu les gens des marchés nous dire les hommes d'affaires. Ceux qui en ont parlé, c'est nos élites qui croient qu'il est de droit divin qu'étant allés à l'école, ayant eu des diplômes et tout ce qu'on veut, c'est à eux de diriger la nation. Ben on a vu ce qu'ils en ont fait. On a vu ce qu'ils en ont fait. Donc il n'y a pas de raison que d'autres ne tentent pas leur chance. D'autant plus que ces personnes-là sont aussi béninoises que les autres. Si tous les commerçants béninois avaient émis un vote corporatiste, ben le match serait prié au premier tour plutôt en leur faveur. Parce que qui n'est pas commerçant dans ce pays, qui n'a jamais rien vendu? Donc, surtout dans l'administration. Figurez-vous, dans l'administration, les cadres, l'élite de notre pays, tous ces cadres ont des entreprises, ils lancent des appels d'offres, retournent dans leur bureau pour aller rédiger des offres, postulent, reviennent dans leur bureau ici pour s'attribuer les marchés, retournent là-bas pour établir des chèques pour se faire payer, etc. Donc c'est ce à quoi on a assisté. Et dans la classe politique et au niveau de l'administration publique, c'est un fait que tout le monde est opérateur économique. C'est pour ça que je parlais d'hypocrisie. En réalité, on a dénoncé ces deux-là parce qu'on s'est rendu compte que face à leur force de frappe, on n'existerait pas, tout simplement. Et si la malice du président Boni Yayi n'avait pas généré Lionel Zinsou, voyez ce qu'il serait advenu du match électoral. Le tête-à-tête serait entre les deux hommes d'affaires, point barre. Il n'y aurait pas eu d'homme politique. Lionel Zinsou n'est pas moins banquier d'affaires et commerçant d'argent, comme dirait l'autre. C'est un opérateur économique lui aussi. En réalité, je crois qu'il y avait là beaucoup d'hypocrisie et qu'il faut s'en tenir plutôt au bien que la personne est capable de faire pour son pays. Les hommes d'affaires en politique, écoutez, la vie politique internationale nous donne des leçons à ce sujet. Uhuru Kenyatta, par exemple, n'est-il pas un homme d'affaires? Il y en a d'autres que je pourrais citer. Et aujourd'hui, Donald Trump,
qui fait campagne pour les républicains aux États-Unis. Il n'y est pas encore arrivé. Il n'est peut-être pas arrivé, mais il est quand même... Il fait des prouesses, oui. Et qu'on le veuille ou non, je crois qu'aucune loi, nulle part, n'interdit que des hommes d'affaires se on lancent vous en oppose politique. également des exemples d'hommes d'affaires qui n'ont pas réussi, et ces exemples sont plutôt légion. Et Boniaï a dit que dans aucun pays au monde, mais je voudrais qu'on compare. Des commerçants n'ont été élus président. Oui, je voudrais qu'on compare. Il a dit à Sakété, vous l'avez entendu. Oui, je voudrais qu'on compare le nombre d'hommes d'affaires qui ont été élus et qui n'ont pas réussi au nombre de cadres et autres intellectuels de haute volée qui ont assumé les affaires et qui ont échoué. Alors, je crois que le pourcentage ne serait pas au détriment des hommes d'affaires. Alors, dans le camp du pouvoir, en revanche, tout ne va pas pour le mieux. Le ministre Gustave Sonnon y est allé sans gants. La Renaissance du Bénin n'aurait rien foutu dans cette alliance. Au regard des chiffres collectés, elle serait parfaitement inutile. Pourquoi ce qui aurait pu être dit dans les coulisses de la coalition est ainsi exposé sur la place publique, Joël Ataïgadewi? Non, ça montre également que ce mariage du carpe et du lapin ne pouvait pas prendre. Et la démonstration est plus que patente dans un grenier électoral comme Zapota, où Patrice Talon est encore venu balayer la force conjuguée de la RB et des FCBE à travers Gustave Sonnon. C'est pourtant le fief de Gustave Sonnon. Voilà, non seulement le fief de Gustave Sonnon, c'est Gustave Sonnon et Boniface Yehoitome et additionné au moins, et plus les Juste Guédou. Enfin, c'était un vivier électoral puissant. Juste Guédou et Da Guédou, lui aussi. Et tout a été mis en branle, y compris Zobodomain, où les tendances, enfin si d'une élection à une autre, les leçons, les sens sont les mêmes, on s'étonne des résultats que Patrice Talon a opérés, et non seulement dans Boycon à Bomé, mais également dans la 24e circonscription jusqu'à Covey. Et donc ça veut dire que d'abord, ce mariage-là était proprement incestueux, et que peut-être il y a eu beaucoup trop de confort et beaucoup trop de certitude que l'affaire était pliée. Mais fort heureusement, ou en tout cas pour les analystes, en tout cas, il est intéressant d'observer le renversement que l'électorat a opéré. Et donc si les gens aujourd'hui se lancent des anathèmes et que et peut-être on va vers une espèce de rupture qui ne dit pas son nom de l'Alliance républicaine, et ça ne ferait que ramener les choses à leur juste proportion. On n'est pas propriétaire des voix de ces électeurs. Non, il faut avoir cette humilité-là de savoir que même analphabète, l'électeur a sa part de discernement, et donc cette arme du bulletin de vote est extraordinaire. Oui, mais est-ce que convaincu de ce que le match était plié, est-ce que dans le camp de l'Alliance républicaine, les gens n'ont pas vraiment, est-ce qu'ils n'ont pas évité de mouiller le maillot? Est-ce qu'ils se sont vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment livré bataille? On peut éviter de mouiller le maillot parce que l'électorat vous rappelle à vos devoirs. Donc c'est ce qui s'est passé dans le Zoom. Il se pourrait. Je suis tenté de le penser, notamment à Boycon, où par exemple la mère du maire, Lucas Troupeau, était fermement d'un autre côté. En tout cas, l'électorat... Même à Cotonou, la Renaissance du Bénin a eu du mal pour ne pas parler des ascendants. A fait campagne. Pourquoi? Dans le quartier Agla, parce que la population ne voulait pas. Quand ça passait, ils passaient avec leur cortège, les autres sortaient avec les pancartes à Javon, Talon, ça hurlait. Le bruit des gens qui se mettaient au bord de la voie dominait les haut-parleurs, tellement ils n'en voulaient plus. Et puis le marchandage... On parle de Boycon, ou même Lionel Zinsou aurait essuyé une contre-manifestation. Oui, donc même le marchandage, c'était grotesque, c'était grossier, ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Les populations ne sont pas dupes et personne n'aime être traité comme un mouton. Ces gens-là, ils ne vont pas aller nous livrer comme des colis. Donc, et la réaction, c'est pour ça que je vous dis, ce vote est historique. On va en parler pendant des années parce qu'une fois, le peuple béninois a encore d'une certaine façon manifesté l'intelligence qu'on nous prête. Et donc cette intelligence-là, je suis heureux aujourd'hui de voir qu'elle s'est encore exprimée à travers les votes ici et là. Oui, après l'argent, effectivement, a un poids. Et l'argent, d'une certaine façon, attire des sympathies. C'est naturel, cela. Mais maintenant, quand vous faites le marchandage au sommet et que ces messieurs et dames, entre guillemets, gardent ça
tout là-haut, là-bas, les gens ne sont pas dupes non plus. Et puis ces rumeurs de milliards qui auraient circulé pour favoriser ce ralliement, tout ça a dû... Ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Si les preuves existent, vous savez, si on s'engage dans la bataille, on peut tout sortir. La justice doit opérer. C'est-à-dire que quand vous provoquez des gens à l'affrontement, il faut être prêt à tout. On peut vous attaquer rien que sur des suspicions, déclencher la justice contre vous et les preuves vont sortir. Ce n'est pas des rumeurs. C'est dit. Donc il y a eu de grosses transactions financières. Il y en a eu. Il y a eu des jets privés qui ont quitté le Congo-Brazzaville pour Cotonou, aller-retour. On sait tout. Je vous dis tout. Vous lisez la lettre du continent. Tout est dedans. Les gens y retiennent l'essentiel, mais quand vous savez lire derrière les mots une fois encore, vous comprenez très bien ce qui s'est passé. Alors, Georges Amelon, certains estiment que ce faisant, en attaquant comme il a fait de façon aussi violente la renaissance du Bénin, l'Alliance républicaine se tire dans les pattes. Une balle dans le pied. En réalité, est-ce déjà si grave cette déclaration de Gustave Selon que d'autres soupçonnent d'être en mission pour Yahi Boni, pour le compte de qui il tenterait ainsi de régler quelques comptes à la RBI? Bon, que les aigreurs apparaissent après une telle déroute, ça n'a rien d'étonnant. Je pense que c'est simplement pour vous. Oui, pour moi. Lionel Tissot est quand même en tête de cette élection. Je parle du fief. Je parle du fief concerné. D'accord. Quand on regarde le zoo, qui aurait dû tomber comme du pain béni dans l'escarcelle de Lionel Zinsou, on ne peut considérer qu'une chose, c'est qu'il y a là une déroute évidente. Mais ce que M. Sono oublie, c'est que le peuple a de la mémoire, la population a de la mémoire. En réalité, on ne pourra pas reprocher à Yahi Boni de ne pas avoir un bilan au plan de l'implantation des infrastructures, par exemple. Des routes ont été construites. Mais demandez-vous à quel moment la liaison a été faite entre Akassato et Boycon. Rappelez-vous pendant combien d'années le tronçon entre Akassato et Boycon nous a obligés à passer par Porto-Novo pour aller à Boycon ou à Parakou. Donc Lionel Zissou paie tout le prix de toutes ces tracasseries, les populations n'ont pas oublié. Et rappelez-vous que ce fameux club où se trouvait, je peine à me rappeler son nom, cet ancien député et questeur à l'Assemblée nationale, Ouedissi, quand il avait essayé de vendre les actions du président Boni Yahi à Abomey et Boycon. L'Archa, vous l'avez dit? À l'Archa, voilà. Rappelez-vous la réponse que les populations avaient faite, qu'ils nous fassent la route. En réalité, les populations n'ont pas oublié qu'elles ont été pendant un bon bout de temps délaissées. Pendant quasiment les 10 ans du régime Boni Yahi, dites-moi ce qui a été réalisé de ce côté-là du pays. Les populations se sont senties délaissées et elles ont eu le sentiment que la route n'est venue que parce qu'il y avait l'échéance électorale. Une forme de chantage. Une manière de dire, vous voyez, je ne vous ai pas oublié, rappelez-vous de moi. Mais elles se sont rappelées de tout. C'est-à-dire que Boni Yahi n'a pas eu besoin de le demander au sud ce qu'il a demandé au nord. Et au nord, il a dit, ne regardez pas l'autre, regardez-moi, c'est pour moi que vous allez voter. Ben, au sud, il n'a pas eu besoin de demander ça. La population. Oui, mais est-ce que le taux, c'est pas parce que le taux de résistance au sud était tellement élevé, résistant, je veux dire, par rapport ou le résistant plutôt de rejet par rapport à Lionel Zinsou était trop élevé au sud que le chef de l'État a préféré ainsi. Il faut dire, Wilfried Adon, qu'il y a quand même des chiffres qu'il faut considérer. À la fin de la première semaine de campagne, qui disait très nettement que le candidat de l'Alliance républicaine n'était pas au second tour. À une semaine de la fin de la campagne électorale, ces chiffres qui sont tombés étaient alarmants pour le camp présidentiel. Et c'était crédible, ces chiffres-là? Ça vient de quelqu'un? Parce que chacun fabriquait ces chiffres dans la... Non, en réalité, ça venait de l'Institut béninois de sondage, qui est un institut qui nous accompagne à la radio nationale depuis les années 90. Et qui a donné les derniers sondages. Absolument, et qui à ce jour ne s'est jamais trompé.
Nous souhaitons d'ailleurs vivement que cet institut poursuive avec ce sérieux-là et que les Béninois finissent par comprendre qu'ils ont des personnes capables de réaliser des choses qu'on voit ailleurs. Donc, c'est des estimations qui ont été réalisées à partir de 3%. Donc, 394 alors, ces estimations-là, de vote, à par exemple. mi-campagne, nous disaient que le candidat de l'Alliance républicaine n'était pas Au second tour. Je suis convaincu que le chef de l'État et l'Alliance républicaine n'a pas pu manquer de conduire elle aussi ses enquêtes, ses sondages, ses estimations. Et si le chef de l'État est allé s'asseoir au Nord, c'est peut-être sur la faute de ce sondage du 6 c'est mars. parce qu'il s'est bien rendu compte, je suppose, que s'il ne le faisait pas, les choses lui échappaient totalement. L'enjeu était grand. L'enjeu, c'était de faire en sorte que le tête-à-tête à Diavon-Talon ne se réalise pas, parce que de toute façon, à ce moment-là, son candidat était définitivement éliminé. Je pense donc que c'est ce qui justifie cette démarche du chef de l'État. Et il s'est investi, ça a donné du résultat, il faut l'en féliciter. Mais je crois qu'il est clair également que les populations béninoises ont très bien marqué leur volonté, que ce soit dans les collines ou dans le septentrion, ou que ce soit dans la partie méridionale de notre pays. Chacun s'est déterminé par rapport à ses intérêts. Chacun s'est déterminé de façon nette, et on le sait, le second tour nous donnera encore une fois l'occasion de constater que ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement ce qu'on donne, mais c'est aussi la volonté de nos populations de s'exprimer. Regardez de quelle façon, malgré les problèmes liés aux distributions de cartes, les Béninois sont restés calmes et disciplinés. Malgré les coups bas, il y a eu quelques émeutes. L'incapacité manifeste auquel on a assisté. Il y a eu quelques émeutes, quelques violences très ciblées, et dès que les hommes de la société civile, différents médiateurs sont sortis pour dire, les calmer, calmez-vous, nous verrons ce qu'il faut faire pour que vous alliez au vote, les Béninois se sont soumis et ont attendu patiemment. Et le fait que la Sénat, au dernier moment, ait levé l'équivoque concernant les cartes d'électeurs en disant là où on n'a pas pu avoir les cartes jusqu'au bout, vous pourrez voter ou avec votre nouvelle carte ou avec l'ancienne, ça a été également un élément d'apaisement déterminant. Et à partir de là, regardez comment les Béninois se sont conduits dans les bureaux de vote. Les gens étaient pressés d'aller d'aller voter, et ils étaient fermement opposés à tout fauteur de troubles. J'ai vu dans Kholakodi des brigades qui étaient prêtes à expulser le moindre habitant de la localité, le moindre proche, qui cherchait à mettre quelques troubles dans le centre de vote. C'est pour vous dire. Alors, vous avez bien fait d'introduire la deuxième partie de nos discussions. Au regard des forces en présence, comment entrevoyez-vous le second tour de cette élection? On commence par Joël Ataï-Gategui. Une élection à grand suspense, ou bien il y a plus de suspense, à votre avis? Non, une élection sans suspense n'a plus de sens. Non. Et c'est aussi une des leçons du premier tour qu'on vient de passer. Il est évident que le camp dit de la rupture paraît majoritaire, paraît dans une dynamique ascendante. Et donc, la question est de savoir, entre les deux tours, ce qui pourrait inverser cette dynamique, cette tendance. Les électeurs, selon vous, pourraient être amenés à changer d'avis comme ça? Non, on ne change pas d'avis pour un oui, pour un non. Et je vous ai montré une forme de continuité depuis l'année dernière, depuis le scrutin des législatives. Donc, tant que l'électeur n'a pas atteint aussi son but, attendez-vous à ce que ça continue, sauf preuve contraire. Et donc, c'est de la capacité des uns et des autres, déjà des FCBE de l'Alliance républicaine, à inverser la vapeur légalement, en toute transparence, et que peut-être il y aurait un intérêt à ce scrutin. Et on a observé, par exemple, le chef de l'État faire campagne par effraction depuis quelques jours, alors qu'on est suspendu au résultat de la Cour constitutionnelle. Il fait des inaugurations, oui, des poses de première pierre, c'est pas de la campagne électorale. Il inaugure le gazon synthétique, il le broute au besoin, et puis on le replante, bref. Mais
on l'a vu récupérer très habilement la thématique de la rupture. Enfin, c'est assez paradoxal déjà en termes de communication. Enfin, je n'y comprends rien, moi, personnellement, à cette affaire de rupture, parce que finalement, ça fait un mois que je pose la même question à tous mes invités. Et finalement, c'est quoi cette rupture? Il se positionne lui-même en partisan de la rupture. Paradoxe parmi les paradoxes, de la rupture qui ne casse pas le pays. Bon. Lui, il propose la rupture qui ne casse pas le pays. Oui, il aurait fallu rester en éveil hier jusqu'à 0h pour suivre le cours du professeur Boniaï. Sur la rupture. Ah oui, j'ai raté quelque chose. C'est le personnage. Nous avons un personnage de cinéma extraordinaire. Je crois que d'ici 5 ans, vous ferez des films magnifiques sur le président Boniaï. Parce que c'est tout ce qu'il y a d'équivalent. Mais c'est des projets sur lesquels vous pourrez vous mettre, Ousmane. Oui, bien sûr, on y travaille. Déjà. C'est une offre de reconversion pour... Oui, bien sûr. Non, mais on y travaille. Je suis vraiment pas le seul. Mais la question que vous posiez, Malin, d'abord très intéressante, mais il faut faire observer que la Cour, quand même, nous tient un peu par la gorge. Parce que, si la Sénat a pu nous libérer 48 heures ou 24 heures, 36 heures plus tard... La Cour semble casser un peu l'élan de la Sénat, là. La Cour semble un peu nous tenir par la gorge, et ça, j'apprécie pas beaucoup. Et donc, ça m'amène à des états, on va dire, sceptiques. Oui, le professeur Olo a dit que la Cour ne saurait travailler sous pression ni dans la précipitation. Je me demande ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle recompte tous les votes? Est-ce qu'elle recompte les 4,5 millions de votants, etc. Ou bien est-ce que c'est pas un peu la machine de contrôle de la Cour qui est un peu archaïque quand même? Non. Il faut dire ce qui est. En réalité, nous sommes devenus impatients d'avoir les résultats et la Sénat nous y a bien aidés. Je pose la question à tous les amis qui s'impatientent. Je leur dis, rappelez-moi une élection où la Cour constitutionnelle a donné les résultats plus tôt que les délais dans lesquels elle se trouve aujourd'hui. Je n'ai pas encore reçu de réponse. C'est une machine qui pourrait un peu se moderniser, quand même. Oui, mais la question est celle-ci. On a des technologies. Ousmane Alleghi. On va pas quand même voter et attendre 15 jours pour avoir les résultats. Ça ne se fait plus nulle part, ça. Oui, mais Ousmane Alleghi a interrogé le vrai problème tout à l'heure. C'est la loi électorale. Le verre est dans le fruit à ce niveau-là. En réalité, vous êtes dans un pays où vous ne voulez pas faire comme les autres, à savoir faire confiance à des estimations, par exemple, sorties du bureau de vote qu'on proclame et que tout le monde reconnaît comme légitimes. La belle preuve, c'est que la Sénat, cette fois-ci, a utilisé une méthode, celle du reportophone, qui lui a permis d'aller très vite. Mais remarquez que cette méthode a été contestée. Nous avons eu même un juriste, un avocat, pour monter au créneau et dire que cette méthode n'était pas légale, alors qu'elle a satisfait l'ensemble des citoyens. Alors, quand vous avez ce climat de méfiance généralisée et que la loi prescrit à la Cour constitutionnelle d'examiner tous les aspects du vote, d'aller même jusqu'à examiner un à un les bulletins nuls pour être sûr qu'un bulletin qui a été déclaré nul dans un bureau de vote ne porte pas un suffrage qui aurait été bel et bien exprimé. Pourquoi voulez-vous que les choses aillent vite? En réalité, ailleurs, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui donne les résultats. Il y a des organismes qui s'occupent de recueillir les estimations et de vous dire au soir du vote, voilà la tendance, voilà celui qui est élu. Et après, seulement les validations se font au plan juridique. Mais nous avons, inversé le système. Nous avons dit seule la Cour peut proclamer les résultats. Et nous avons même défini les conditions dans lesquelles la Cour proclame les résultats. On a plus la machinerie ne peut être que lente et lourde, puisque la Cour constitutionnelle elle-même doit s'entourer de beaucoup de précautions. Rappelez-vous que dans ce pays, quand on a additionné des résultats venus de la Cour constitutionnelle et qu'on avait 101%, le surnom est venu aussitôt Cour des miracles. Oui, mais... La méfiance est à l'œuvre chez nous. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait les lois
pour qu'elles correspondent ou qu'elles répondent à notre méfiance. Et ce faisant, nous avons encore et derrière, nous avons introduit toutes les lourdeurs dont nous nous plaignons aujourd'hui. Oui, alors, est-ce que malgré ces choses-là il ne n'y a seront pas pas problème? révisées. Est-ce que le problème n'est pas un tout petit peu la Cour, puisque quand on voit le travail qui est fait aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu artisanal, elle travaille si minutieusement qu'elle va les recours avant donc la saisisse, non. Mais ce n'est pas vrai qu'elle évacue des recours. Non, ce n'est pas juste de dire ce genre de choses. Ça, on a vu ça en 2011, puisque la Cour a tellement travaillé si minutieusement qu'elle a évacué tous les recours, et donc toute la masse de recours qui lui avait été envoyée après la proclamation des résultats provisoires, aucun recours n'a prospéré. Non, je crois que de ce point de vue-là, nous amalgamons beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je vais Joël Ataï-Gedegbe s'apprêter à donner des explications. Oui, je vais le laisser. Non, vraiment, ce que Georges disait est très intéressant. Il faut qu'on ait une toile de fond de cette problématique des résultats. Et on a trop saucissonné les prérogatives. La Cour également est dépositaire, sinon attributaire de prérogatives exorbitantes. Et figurez-vous qu'elle soit. Que ce soit elle de proclamer les résultats provisoires, les résultats définitifs. Et donc sur la question des recours de Virgile, humainement, il n'est pas évident de se déjuger. Elle est juge et partie. Hein? Voilà. Et pire encore, on n'a pas parlé de ça. Tout ce qu'elle a déployé sur le terrain, qu'on a... 13 000 personnes quand même, mais ça servi à quoi tout ça? Si ça doit traîner autant, enfin... Et on peut se poser des questions. Déjà, il y a des risques là de confusion des gens. Comme disait Georges, on est dans un contexte de suspicion, de méfiance mutuelle. Et plus ça dure, plus la méfiance s'épaissit. Mais sur la question de la performance de notre système, sur la question de l'efficacité, il faudrait qu'on y vienne, que chacun sorte un peu de son confort. Et effectivement, les lois, disons la loi organique, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, et même nos lois électorales les plus récentes, n'arrivent pas à moderniser le système. Il faut que la loi également évolue. Les technologies le sont. Mais je voudrais quand même défendre la Cour sur un seul point. Il y a quoi un avocat dans ce studio? Allons-y. Non, bon. Elle en a même deux. Ah oui, Georges et Joël, allez-y. C'est qu'on ne l'a jamais interpellée sérieusement sur le temps qu'elle met à donner les résultats. Et elle disposait d'une liberté éternelle. Et oui, auparavant. Donc aujourd'hui, on va devoir poser la question fermement, correctement. Mais surtout, la Cour, malgré les gens qu'elle a déployés récemment sur le terrain, elle ne reçoit ses résultats que par l'intermédiaire de la Sénat. La Sénat, désormais, a 24 heures pour centraliser les résultats après le scrutin. Première question, est-ce que ces 24 heures sont strictement respectées? Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, à quel moment sanctionne-t-on? À quel moment adapte-t-on la loi à nos capacités? Et si ce n'est pas le cas, il y a un effet boomerang sur le travail à la chaîne que doit faire la Cour constitutionnelle. S'il manquait un seul pli sur les 546 qui devraient, dans les 546 cantines destinées à la Cour constitutionnelle, ça veut dire que tout le travail en est bloqué, qu'il faut retourner sur le terrain, qu'il faut mener des mesures d'instruction à n'en plus finir. Il est évident que la Cour reste tatillonne dans sa volonté de vérifier les résultats et autres, et qu'elle n'a pas bien intégré ce que la loi a innové en décidant désormais que dans les arrondissements, on fasse une compilation intermédiaire. Quelle est la force qu'on donne à cette centralisation, cette compilation intermédiaire? C'est le système lui-même qui est à réformer. Il faut se dire la vérité. Il faudrait que la Cour soit là pour examiner les recours, mais que la Sénation lui donne le droit de donner les résultats, aille au bout du processus et nous dise, quand nous avons fini les compilations, voilà ce que nous avons constaté, voilà qui est élu et voilà qui ne l'est pas. Ce qui ouvre le champ, n'est-ce pas? Ce qui ouvre le champ au à des directement, recours. Et la Cour peut proclamer les résultats définitifs. Les décisions de justice peuvent après, au niveau des différentes cours, que ce soit la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, valider ou invalider les résultats donnés par la Sénat. Ça, c'est un autre débat, mais qui appelle une réforme de fond
de notre système. Tant que nous sommes dans le système actuel, ne vous plaignez pas. Rapidement, une suggestion. Vous savez, un pays comme la France, 64 millions d'habitants, le Nigeria, 200 millions, les États-Unis. Quand on vote le matin à 18h, on a le résultat. À 20h, dans le 20h du soir, on a le résultat. On a la LEPI. Alors pourquoi est-ce que nous voulons naviguer à contre-courant, montrer que nous sommes toujours à l'âge de la pierre? C'est pas normal, ça. Mais alors, je vous garantis qu'au Bénin, dans l'état actuel de notre culture des élections, mais si vous faites ce qui se passe ailleurs, les contestations que vous aurez seront énormes. Rappelez-vous tout simplement qu'à ce jour, nous n'avons jamais eu dans une élection un résultat de la Sénat qui n'ait pas été contesté. Oui, pardon, je ne t'arrête pas. Oui, parce qu'il y a cette possibilité de recours au niveau de la Cour, justement, mais si tu permets. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'habitude, l'appropriation des nouvelles technologies qui nous permettrait tout simplement de dire le système mis en place est fiable et nous pouvons faire confiance aux hommes qui ont décompté. C'est tout. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que je fais la Sénat et je n'ai pas une seule fois manqué d'entendre oui, vous parlez de nouvelles technologies, de machines et tout ça, mais la machine ne restitue que ce que l'homme met dans la machine. Oui, mais sauf que l'empreinte digitale, elle est unique. Elle a été refusée par nos hommes politiques. Oui, ça c'est... Pour les besoins que vous savez, au moment où il fallait faire la LEPI, la LEPI venait avec l'ensemble de ces technologies. Oui. Mais nous avons arrêté le processus là où nous voulions, en disant, bon, arrêtons-le là, empreinte digitale, tout ce que vous voulez là, non, laissons tomber ça là, on verra ça après. Oui. Mais parce que la culture de la fraude est également la culture la mieux installée et celle dont nos hommes politiques sont la mieux investie. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi vous voulez que la confiance règne? Non, mais j'allais dire, on a investi quoi? Près de 60 milliards pour faire sinon peut-être un peu plus. Donc on a aujourd'hui dépassé ce qui me semblait être le plus difficile. Le reste, c'est de continuer le processus de façon numérique, électronique. De l'améliorer. Il faudra tout simplement que notre classe politique, à partir de la représentation nationale, s'interroge sur les vrais enjeux de nos scrutins et qu'ils cessent de ne regarder que leurs intérêts à eux. Et dès l'instant où ils auront une vision plus prospective de cet enjeu-là, nous adopterons les nouvelles technologies. Nous serons dans une autre démarche par rapport aux élections. Mais figurez-vous que quelle que soit la loi électorale, et elle n'est votée qu'à l'Assemblée, les faiblesses sont énormes. Si on doit les Parce que les hommes politiques le veulent ainsi. Écoutez, regardez cette affaire de discussion autour des coordonnateurs d'arrondissement. La loi dit qu'il faut que ce soit un magistrat, etc. Prioritairement. Mais pourquoi un magistrat prioritairement? Qu'est-ce qui garantit qu'un magistrat est plus à même d'être un coordonnateur d'arrondissement qu'un administrateur civil ou qu'un autre cadre? En réalité, il y a là tout simplement le fait que nous n'ayons jamais, mais alors jamais, pris en compte les connaissances réelles des gens qui ont assumé les élections année après année. Il devrait y avoir quelque part une base de données pour exploiter, n'est-ce pas, toute cette expérience accumulée au cours cette expérience accumulée, telle personne là, telle personne là, telle personne. Et à ce moment-là, il serait encore plus facile de retrouver ces gens-là et d'en former d'autres et ainsi de suite, sans qu'il soit besoin de faire appel à des qualifications particulières. Vous savez ce qui s'est passé quand il s'est agi d'aller faire voter nos compatriotes de l'extérieur? On a dit, ah oui, il faut que ce soit les diplomates qui y aillent. C'est des experts électoraux aussi. Il me semble. Je ne savais pas qu'ils avaient cette formation, mais bon. Voilà les réalités. Le grand rendez-vous. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans vous servir cette pépite. Une vraie pépite, une rumeur de remaniement a circulé et qui s'est confirmée. Peu de personnes y croyaient car c'est plutôt inhabituel. Mais c'est bien vrai, Boni Yaya a remanié son gouvernement à 21 jours de la fin de son dernier mandat constitutionnel. Qu'est-ce qui a pu décider le chef de l'État à prendre une telle initiative, Joël Ategedegui?
rapidement. C'est complètement illisible. Enfin, moi, je suis fatigué de tout ça, honnêtement. Et donc, je m'attends à ce que chaque semaine, maintenant, il y ait un remaniement jusqu'à la fin du mandat. J'observe quand même que la moitié, sinon le tiers du gouvernement est fait de ministres d'État, sans que je comprenne à quoi cela rime, et que d'autres ont été remerciés. Alors, on pourrait quand même dire que la politique était présente et que le choc religion-politique a pu être un peu la ligne de fracture de ce remaniement. Et il paraît, les rumeurs ont circulé, je ne sais pas quel crédit on peut donner à tout ça. Il paraît qu'il y a une sorte de purge par rapport à tout ce qui serait proche de l'église de Gbanamé, etc. Non, pas que ça. Il y a eu la volonté de mettre au pas, sinon de disqualifier l'église de Gbanamé au motif qu'elle soutient Patrice Talon, je crois, qu'il n'y en a pas du tout infidèle. Mais c'est l'attitude de l'amant et conduit. Et là, mais on a voulu user de la puissance publique et pour traiter des questions de liberté d'opinion, de conviction, enfin de religion. Et à l'inverse, pendant qu'on s'est servi également du fait religieux, des arcanes religieuses, on a eu à débarquer quelqu'un du gouvernement par insatisfaction du lobby religieux que vous connaissez. Vous certifiez presque que c'est de cela qu'a payé donc le ministre, disons l'ancien ministre Placide Azandé, donc le ministre de l'Intérieur. Placide Azandé, peut-être par rapport à la volonté de mettre au pas, sinon de disqualifier l'église de Gbanamé, mais qui est reconnue, et peut-être Nadine Dako, et pas pour insuffisance de résultats électoral. Oui, de son cercle religieux, celui qui a accompagné le chef de l'État jusque-là. Par l'éclair, elle est de Gbanamé? Non, elle n'est pas de Gbanamé, justement. Elle a pris la place de quelqu'un à qui on reprochait. Oui, décidément, Gbanamé au carrefour de tout. D'autant qu'elle est venue remplacer d'abord à la direction d'une structure de l'État et quelqu'un à qui on reprochait d'être de Gbanamé. Et elle, également venue par un autre lobby religieux tout à fait, qui apparemment n'a plus mouillé le maillot, n'est plus décidé à accompagner le chef de l'État comme au bon vieux temps de l'émergence. Elle avait promis faire la guerre à Gbanamé et avoir la peau. Oui, et Georges Amelon, c'est la même question. Mais écoutez, la nouvelle religion de Yaïboni, quoi. Ma lecture est plutôt celle des sanctions par rapport à des personnes qui, de par leurs origines, n'ont pas su apporter des ralliements suffisamment consistants pour que décrocher de gros suffrages le candidat de l'Alliance républicaine puisse se sentir à l'aise dans certains endroits du pays. Et puis Azandé, par exemple, on a parlé de Baou et environ, Clavier, tout ça. Et puis d'appel du pied à d'autres électorats possibles. Quand on reconduit notre ancien ministre Frédéric Dohou, par exemple, eh ben, vous comprenez bien qu'on fait un clin d'œil aux Toffin et autres. Oui, en réalité, je crois qu'il y a là des pions qu'on pousse sur l'échiquier électoral. On est en train de se dire, bon, on a pu faire le plein dans le septentrion et dans les collines. Où est-ce qu'on pourrait encore puiser un tout petit peu pour consolider et la victoire toujours possible, il faut bien le dire, de notre champion. C'est de ça qu'il s'agit de mon point de vue. Oui, Ousmane. Alors, ce remaniement me semble être une fantaisie de gaucher. Vous savez, quand... C'est-à-dire là, je parle fond. C'est-à-dire, dans nos choses, là, on dit, quand on vous traite de gaucher, c'est que vous cumulez des bévues. Vous avez l'habitude de faire des bêtises. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que M. Dohou, dont on parle d'ailleurs, à qui on reprochait, me semble-t-il, des arrêtés traficotés avec des signatures falsifiées au profit de MTN. Le dossier n'a pas été vidé, il s'en est sorti, il est allé se réfugier en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il revient et il redevient ministre pour remplacer un religieux. C'est des bêtises. C'est dit que je suis un peu comme M. Gadeboui, fatigué un peu de tout ça, fatigué, c'est d'analyser ce genre de fantaisie de gaucher.
Bon, très bien. Abandonnons ces fantaisies de gaucher pour parler rapidement en 5 minutes de la seconde polémique de la semaine. Polémique qui a nourri les commentaires de l'an 2 tours. C'est ce fameux décret 2016-024 du 11 février 2016 qui octroie des avantages assez conséquents à une catégorie de fonctionnaires avec un effet rétroactif sur 10 ans. On peut réellement parler de fantaisie de gaucher. Alors, comment comprenez-vous une telle décision, Jean-Yves Blanc, puisque vous avez commencé déjà? Je vous avoue que en regardant cette décision, je me suis demandé si c'était encore les réseaux sociaux qui nous jouaient des tours. Je vous assure que c'est vrai qu'on reproche beaucoup de choses aux réseaux sociaux, mais tout ce qui passe n'est pas faux. Oui, là je vous assure que j'en suis resté assis. Je n'ai pas compris parce que faire remonter une décision de ce genre-là sur 10 ans à 2006, la rendre rétroactive à ce point, je me suis demandé ce qu'on avait fait pendant 10 ans. Pour ne pas se rendre compte qu'il y avait un problème à régler. Il y avait un problème à régler. Et je me suis demandé si c'était tout simplement pour, je ne sais pas, vider les caisses de l'État de façon substantielle en attendant que quelqu'un d'autre les ait en main. Je n'ai vraiment pas compris le but du jeu. Voilà pourquoi l'expression d'Ousmane Aledi me plaît. C'est une fantaisie de gauche. C'est vraiment une fantaisie de gauche. Oui, mais justement, parlant de vider les caisses de l'État, j'ai suivi Laurent Métaillon, que vous connaissez très bien, fait des simulations, il a fait des calculs qui monteraient toute cette fantaisie de gaucher à près de 4 milliards de francs CFA à débourser en quelques jours au profit de fonctionnaires. Ils sont à peu près 200 fonctionnaires. Et quand on connaît comment nos régies financières aujourd'hui approvisionnent les caisses de l'État, le mal qu'elles ont à certaines périodes de l'année et toutes ces choses-là, on se demande pourquoi brutalement ce genre de rectification d'erreurs passées devrait... J'avoue que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi une décision de ce genre-là... Gilles, peut-être que vous y comprenez, vous, quelque chose. Je ne suis surtout pas dans ce rôle. Je vais juste demander à Ousmane Aledi ou à Joël de nous ramener plus à la droite, vers la droite. Ah bon, non, je risque de vous ramener davantage vers le fond. Quand, en début de semaine déjà, le même gouvernement se fondait d'une volonté d'aller enquêter chez les réseaux sociaux au motif qu'il y aurait eu... Des transactions incompréhensibles par eux, alors qu'on a une justice vis-à-vis de laquelle on peut se plaindre qu'il y a les normes bancaires de la BCEAO. Je n'ai pas pu vérifier ça, il paraît que les réseaux sociaux leur ont remonté les bretelles. Il me semble, enfin on a donné 112 heures à la commission pour déposer, j'attends les conclusions. Les réseaux GSM, pardon. Voilà, il n'y a pas que... Les réseaux sociaux nous pètent. Le citoyen a besoin d'être informé également des conclusions de cette enquête, et donc vivement que le secrétaire général du gouvernement nous en donne les résultats. D'accord. Oui, Ousmane Aledi. Fantaisie de gaucher. Là encore. Mais c'est vrai que ce décret-là pose 4 problèmes. D'abord, le problème politique, Monsieur Hamelon l'a abordé, c'est-à-dire c'est prédation de ressources publiques. Il y en a qui pensent que c'est une façon de donner des moyens à des fonctionnaires pour aller battre campagne dans leur village. Il y a de ça. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Il y a de cela, parce que ça a été signé en février, le 11 ou le 12, je me souviens. 11 février. 11 février. C'est en période de campagne. À la veille de la campagne. Oui, mais la campagne a commencé depuis décembre pour certains. Donc, on est en plein là-dedans. Et il faut leur trouver les ressources. Et puis, budgétairement, on est au début de l'année. C'est quand même insensé. C'est une affaire de gaucher. Pardonnez-moi, mais... C'est une affaire de gaucher. Après, il y a la question aussi sur le plan, on va dire, administratif. Les autres qui ont travaillé dans les ministères, là, ils n'ont aucun mérite alors, parce qu'ils ne sont pas sympathisants ou partisans. On ne les gratifie pas, parce que ça prend tout l'air de gratification, de générosité. Non, l'État est responsable, l'État est conséquent. C'est des indemnités de remerciement. Oui, un peu de ça, oui, on peut le dire comme ça. Avec l'injonction d'aller battre campagne dans sa localité. Avec les ressources publiques, c'est-à-dire qu'on déplorait le fait que le Premier ministre utilise l'hélicoptère et les moyens roulants. Là, on met officiellement, pas officiellement, clandestinement, puisque aucun communiqué du Conseil des ministres n'a annoncé ça. Donc on a on le doit un peu à Jacques Ayadi qui l'a mis sur... En réalité, il faut se rendre compte que ces derniers temps, le Conseil des ministres a aligné un certain nombre de décisions de ce genre-là qui laissent
absolument perplexe. Ce même Conseil des ministres nous a dit la carte d'électeur désormais a les mêmes attributions qu'une carte d'identité. Chose on ne peut plus contestable. Et puis ce même Conseil des ministres nous a dit oui, les téléphones portables sont interdits dans les centres de vote et les forces de l'ordre sont instruites pour faire respecter cette décision. C'est pour ça que Boniaï lui-même s'est fait fouiller là quand il allait voter. Ce n'est pas des attributions du Conseil des ministres tout de même de déterminer ce qui doit se passer dans les centres de vote. Le gouvernement aide la Sénat et les autres institutions chargées d'organiser les élections. Ce ne sont pas des démembrements de l'exécutif que je sache. Bien fait le travail. Alors, messieurs, c'est sur ces questions-là que nous allons peut-être mettre un thème à cette émission. Je voudrais nous excuser auprès des gauchers. Nous n'avons rien contre les gauchers, mais enfin, nous constatons un peu ce qui s'est passé. Ousmane Alidi était dans cette émission, Georges Amelon de la Radio Nationale, Joël Ataï Gadegbe étaient tous nos invités pour le compte de cette émission. Messieurs, merci d'être venus éclairer de vos opinions l'actualité du moment. Georges Ponou aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention. Rendez-vous le 27 mars, c'est bien ça, Vigile? Bien sûr. 27 mars, si Dieu le veut, pour une nouvelle édition de ce programme. Merci.